Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Einar Tangen, chercheur à l'Institut TAI et chercheur principal au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale. Merci d'être revenu dans l'émission. Eh bien, c'est toujours un honneur, Glenn. J'ai hâte d'avoir une discussion intéressante. Eh bien, vous êtes entre autres, là-bas en Chine. Vous êtes un expert des risques liés aux chaînes d'approvisionnement. Et c'est un élément tout à fait essentiel lorsqu'on se trouve au cœur d'une guerre économique. Nous avons vu que les États-Unis, au cours des dernières années, ont progressivement intensifié cette guerre économique, que Trump avait affirmé être facile à gagner. Il a probablement revu son jugement. Mais jusqu'à présent, les principaux cas ont été des cas d'automutilation économique. Par exemple, les entreprises américaines ont été interdites d'exporter des puces informatiques vers la Chine, avant de se rendre compte que cela nuisait en réalité à leur propre vente. Cela a à son tour eu un impact sur leur recherche et développement. Et encore, l'automutilation. Mais il semble que nous soyons désormais entrés dans une nouvelle phase, celle des représailles chinoises, où la Chine impose ses propres restrictions et sanctions aux États-Unis et aux pays occidentaux. L'élément le plus important serait les métaux des terres rares. Je suppose qu'il serait plus exact de dire qu'ils ont imposé des contrôles à l'exportation, car cela ne vise pas uniquement des pays spécifiques, mais les métaux des terres rares se distinguent vraiment par leur importance. Je veux dire pour ceux d'entre nous qui ne baignent pas là-dedans au quotidien, comment expliquer pourquoi c'est si crucial? D'accord. En gros, il n'existe pratiquement rien aujourd'hui dans le domaine des technologies de pointe qui ne fasse pas appel aux terres rares. Et si ce n'est pas le cas, ces technologies utilisent des métaux très spécialisés, eux aussi produits majoritairement en Chine. Et puis, il y a les biens eux-mêmes. Le PNUD a déclaré la semaine dernière que d'ici 2030, la Chine devrait représenter 45% de la production manufacturière mondiale, tandis que les États-Unis tomberaient à 11%. Cela montre bien que le monde ne considère pas l'idée de Donald Trump de réindustrialiser les États-Unis comme sérieuse. En réalité, c'est tout le contraire. Cela érode désormais l'industrialisation américaine. Donc, dans la mesure où l'on veut fabriquer des armes, des missiles ou quoi que ce soit contenant un aimant ou une puce, il faut ces terres rares. Et la Chine n'a même pas encore sorti cet atout de sa manche. Ce qui est surprenant, Glenn, c'est que cela est connu depuis des années et qu'on en parle beaucoup. Je suis cette question depuis 8 ans. Au début, c'était un peu comme, eh bien, la Chine pollue son environnement parce qu'elle est impliquée dans les terres rares. Mais ensuite, ils ont commencé à développer la technologie de traitement. Donc quand on parle de ce sujet, en réalité, on parle de traitement. Environ 70% des terres rares sont extraites en Chine. 30% le sont ailleurs. Il y a des terres rares un peu partout. En fait, si vous allez dans des mines de minerai de fer, les résidus, les restes peuvent être exploités assez efficacement pour en extraire des éléments de terres rares. Mais ensuite, la question est, qu'en fait-on? C'est comme avoir du pétrole. Eh bien mince alors, je crois qu'il me faut une raffinerie, un cracker. Donc, si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas mettre cette huile dans votre voiture, ni l'utiliser sous une forme moderne. C'est là que la Chine détient vraiment l'avantage. J'ai parlé à des experts du secteur, la Chine a 10 à 15 ans d'avance sur tout le monde. Et c'est un domaine, rappelons-le, où l'on parle d'échelle nanométrique, des puces, des aimants, ce genre de choses, extrêmement pures. Cette technologie n'est pas quelque chose que l'on peut simplement acheter sur une étagère ou lire dans un livre. Elle a été développée sur une longue période, et la Chine a la main, et elle l'utilise maintenant. Et vous savez, la question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi ne l'ont-ils pas utilisé plus tôt? Je veux dire,
Donald Trump a été extrêmement agressif pendant son premier mandat, et il l'est encore plus aujourd'hui. Eh bien, la Chine a estimé que lors du premier mandat, elle avait été surprise par Trump. Elle a compris qu'il y avait des failles dans son autosuffisance et elle a colmaté ces failles du mieux qu'elle a pu. Elle était donc prête pour le deuxième round. Et je pense que si l'on regarde bien, elle n'a pas encore abattu ses meilleures cartes. Elle a attendu. Ce que je vois, c'est une partie lente contre l'Amérique. Ils savent que Donald Trump sera là encore pendant 3 ans et 2 mois. Pendant ce temps, ce sera le chaos total, comme ce que nous avons vécu au cours des 10 premiers mois. Donc, à ce stade, ils vont simplement essayer de faire le nécessaire pour maintenir la situation aussi stable que possible, compte tenu des circonstances. Mais ils ne sont pas pressés de conclure un grand accord, ni de révéler leurs autres cartes qui sont également importantes. Eh bien, il ne s'agit pas seulement de production industrielle classique. Une grande partie de cet antimoine, je pense que l'OTAN va commencer à le découvrir au cours des prochaines semaines et des prochains mois, est également très importante pour la production militaro-industrielle. Et encore une fois, en Occident, nous ne nous contentons plus de combattre la Russie. Nous avons combattu les Palestiniens, nous avons combattu l'Iran et nous pourrions bientôt commencer à combattre, du moins indirectement, les États-Unis avec le Venezuela. Il existe même des plans pour peut-être, à l'avenir, affronter la Chine. Nous pourrions devoir retourner combattre au Yémen. La Syrie pourrait nécessiter davantage de notre implication et le Liban semble également se détériorer. Il ne manque donc pas de guerres pour lesquelles nous sommes prêts à poursuivre des solutions militaires. Mais si l'on veut faire la guerre, il faut certaines choses comme l'antimoine. Et il semble que celui-ci ne soit pas seulement extrait en Chine, mais que surtout son traitement s'y fasse également. Dans quelle mesure pensez-vous que la Chine a la possibilité, je ne dirais pas de démilitariser, mais de limiter certaines des ambitions guerrières excessives venant de Washington? Eh bien, ils ont une fenêtre de 10 ans. Mais comme pour la tentative de contenir la Chine, la guerre commerciale menée par les États-Unis pour la freiner l'a en réalité renforcée. Et la Chine fait face au même dilemme. Si elle met la question des terres rares sous pression, les États-Unis et l'Europe déploieront évidemment d'énormes efforts pour développer des alternatives. Et on voit déjà l'Australie dire « Oh, vous savez, nous avons les terres rares. La question est de savoir s'ils ont les capacités de traitement et la compétence nécessaire. » Et la réponse est non. Donc vous savez, il y a toujours un coût à ces choses-là. Si nous faisons cela, que se passe-t-il ensuite? Et c'est là que la Chine est très différente. Pékin est différent de Washington. Washington avance sans absolument aucune idée, autant que je puisse en juger, de savoir s'il y a une stratégie finale, alors qu'à Pékin, ils réfléchissent tout à fin du genre report. Ils regardent à 5, 10, 15, 20, 50, voire 100 ans dans le futur, et ce type de réflexion les place en avance. C'est comme jouer aux échecs. Ils pensent 10 coups à l'avance. Donald Trump, lui, joue un demi-coup. Il n'est même pas clair qu'il sache quel est le prochain coup, vu toutes les catastrophes, ces nombreux moments tacos. Il est évident qu'il veut le clinquant. Il aime l'apparence, il aime les grandes déclarations, mais il n'est pas prêt à aller plus loin, comme on l'a vu avec la santé. Pendant 18 ans, il a dit qu'il était à 2 semaines d'un nouveau programme de santé, meilleur que celui d'Obama. Mais qu'avons-nous eu jusqu'à présent? Absolument rien. Je me souviens que juste avant l'élection de l'automne dernier, il a dit « Oh bon, j'ai un cadre de concept. » Cela ne ressemble pas à quelque chose qui arriverait dans 2 semaines. C'est donc quelque chose d'endémique à Donald Trump. Il ne s'agit pas d'un plan à long terme, c'est toujours une question de moment et de tentative de le saisir avec un grand message.
Je pense qu'il est probablement judicieux d'être prudent en matière de sanctions économiques et de militarisation des chaînes d'approvisionnement. Car la première règle des sanctions, selon moi, c'est que si elles sont excessives et prolongées, le pays sanctionné finira par apprendre à se passer de vous. Il développera son autosuffisance et se diversifiera. Donc, l'idée d'avoir ce marteau suspendu au-dessus de sa tête, cela ne durera pas. Il est sans doute préférable de ne pas s'engager dans cette voie et de ne pas trop militariser le commerce, surtout lorsqu'on est un pays qui réussit si bien sur les marchés internationaux. Mais encore une fois, si les choses s'enveniment, elles s'enveniment. Et vous avez mentionné que la Chine pourrait avoir d'autres cartes à jouer. Est-ce dans la technologie ou dans la production industrielle? Est-ce dans la finance, les corridors de transport? Si nous empruntons cette voie, que pourrions-nous observer? Eh bien, tu as un peu de temps? Oui. Tu sais, la Chine détient beaucoup de bons du Trésor américain et elle peut causer des dégâts considérables simplement en disant « D'accord, vous ne voulez pas traiter avec nous, nous ne voulons pas traiter avec vous. » Ensuite, passons aux matières premières. On pourrait parler des chaussures. Bon, on peut se passer de chaussures pendant un moment. Mais si on parle de vitamines ou de tous les précurseurs des médicaments, c'est fabriqué en Chine. Je ne pense pas qu'ils vont en faire une arme de cette manière, mais il y a tellement de procédés industriels où les produits chimiques sont fabriqués ici en Chine, à grande échelle. Et pas seulement par les Chinois, ils sont aussi produits par BASF. Ils ont ici 2 immenses usines chimiques valant plusieurs milliards de dollars. Et vous savez, en gros, ils n'ont plus d'usines chimiques en Allemagne. Ils les ont fermées parce qu'elles ne sont pas compétitives face à la Chine. Des problèmes comme le coût de l'énergie et celui des matières premières, puisque beaucoup de gaz et de pétrole sont en réalité utilisés dans les produits. Donc ils se sont installés ailleurs. Si cela est interrompu, on commence à voir de vrais problèmes sérieux au quotidien. Plus de vitamines, des pénuries ou une hausse des prix alimentaires, tout ce qui concerne les produits pharmaceutiques ou les produits de nettoyage pour la maison. Tout d'un coup, soit ce ne sera plus disponible, soit ce sera très très cher. Ensuite, on en vient aux métaux. Vous commencez à examiner le graphite, le gallium et plusieurs autres. Ils sont déjà sous surveillance. La Chine a adressé un avertissement discret aux États-Unis en disant « Regardez, ce n'est pas tout ce que nous avons ». Ensuite, on en vient à la logistique. Les navires chinois sont partout. Ils constituent aujourd'hui la force dominante du transport maritime mondial. S'ils disaient « Très bien, plus aucun navire chinois ne se rendra dans les ports américains », cela ferait grimper les coûts. Les marchandises continueraient d'arriver aux États-Unis, mais elles devraient passer par des intermédiaires comme le Canada, le Mexique ou ailleurs. La Chine dispose donc d'un nombre considérable de flèches à son arc. Washington, apparemment, non. Washington apparently does not. Oui. Eh bien, non. J'ai examiné la même chose en ce qui concerne la manière dont la Chine, comme tu l'as dit, comble ses failles ou réduit sa vulnérabilité aux sanctions en sécurisant ses propres chaînes d'approvisionnement, mais aussi en acquérant ce que l'on pourrait appeler une puissance de frappe, en ayant de nombreux domaines où d'autres pays, en particulier les États-Unis, dépendent de la Chine, ce qui rend la diversification très difficile. Mais si tu es les États-Unis et que tu veux voir les pays se découpler de la Chine, j'imagine que c'est ce que tu cherches. Inciter le monde à percevoir les instruments économiques comme des leviers de puissance, afin qu'ils réduisent ensuite leur confiance dans les chaînes d'approvisionnement dirigées par la Chine. Il est donc probablement judicieux de ne pas s'engager dans cette voie et de ne pas militariser le commerce, surtout lorsque le commerce peut en réalité servir à résoudre des différends politiques. Eh bien, laissez-moi simplement intervenir un instant.
Disons par exemple que l'UMEV et les BRICS s'unissent et se rendent à Washington pour dire « Écoutez Donald Trump, peu importe les droits de douane que vous imposez à votre propre population. Très bien. Mais il va y avoir un tarif uniforme à l'échelle mondiale. Et si vous ne le faites pas, nous allons commencer à taxer vos marchandises et à imposer l'économie des services, qui est l'un des rares points positifs en matière d'excédent. Devinez quoi? Cela aide l'Europe. L'Europe est le concurrent. L'Europe est celle qui peut produire la plupart des choses que les États-Unis peuvent produire. Donc si les États-Unis sont désavantagés, cela donne un avantage à l'Europe. Oui, les prix augmenteraient, mais en agissant ainsi, l'UMATTER se protégerait essentiellement elle-même, tout en collaborant avec le Sud global, à travers les BRICS et d'autres entités qui les considèrent comme leurs sauveurs, contrairement à l'ONU, qui semble paralysée. Ce pourrait être une manière très puissante de répondre à ce qui est en substance de l'intimidation. Je ne pense pas que quiconque apprécie le traitement qu'il reçoit lorsqu'il se rend à la Maison-Blanche. Plus particulièrement, nous avons eu Kevin Rudd l'autre jour, qui a été fustigé sans raison apparente par Donald Trump. Vous savez, tout le monde a peur de ça. Et c'est l'un des problèmes qui se posent avec ce genre de rencontre à Mar-a-Lago. Les Chinois ne veulent pas d'une situation où Donald Trump déciderait de créer une scène, de faire un Zelensky à Xi Jinping, auquel cas les choses deviendraient très très sérieuses. C'est là que la Chine joue le rôle de l'adulte dans la pièce. Ils n'essayent pas de mettre en place quelque chose qui pourrait mal tourner. Ils essayent de s'assurer qu'ils peuvent fabriquer quelque chose qui fonctionne aussi longtemps que possible. C'est, vous savez, le Trump dans la boutique de porcelaine, comme on dit. Oui. Eh bien, lorsque Trump a été réélu pour un second mandat, il y avait en Europe, et cela se reflétait dans les médias, une ambiance selon laquelle, cette fois, nous tiendrions tête aux États-Unis et que si nous restions unis, nous serions respectés. Je n'étais pas optimiste, mais je trouvais que c'était au moins une attitude positive, même s'il était assez évident que ça ne durerait pas. Mais l'idée générale, c'est que si l'on dispose de plusieurs centres de pouvoir, si l'on diversifie ses partenaires économiques, on devient moins vulnérable en évitant de dépendre d'un seul, à savoir les États-Unis. À une époque où les États-Unis veulent, je suppose, accaparer les marchés européens et exiger une loyauté politique et économique totale, il ne faut pas suivre cette voie, parce que, eh bien, vous finirez par vous retrouver assis comme des écoliers devant son bureau, à l'appeler « papa ». Et c'est un peu là où nous en sommes maintenant, non? Mais si vous êtes aux États-Unis et que vous voyez le monde évoluer vers une répartition multipolaire du pouvoir, ce n'est pas une mauvaise idée d'amener les Européens à ne s'engager qu'envers les États-Unis ou à créer ces blocs exclusifs. Quand je dis bon, je parle de compétitivité avec la Chine, pas de paix mondiale, évidemment. Mais les Européens semblent suivre cela avec diligence. Je suppose que le meilleur exemple récent serait celui des Européens s'en prenant à Nexperia, le fabricant de puces chinois dont le siège se trouve aux Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de cette entreprise chinoise. Et maintenant, nous voyons la Chine réagir à nouveau. Elle ne peut pas être intimidée, alors elle riposte. Elle limite aussi ses exportations. Et ensuite, nous voyons les dirigeants de l'UMER se lever pour avertir que la Chine est désormais en train d'armer les chaînes d'approvisionnement. Je veux dire, c'est exactement ce qui vous inquiétait, n'est-ce pas? Indépendamment de ce qui s'est réellement passé, tout cela a été déclenché de nulle part par le gouvernement néerlandais. Comment évaluez-vous cette situation?
Well, I mean, the Dutch were leaned on by Washington. Eh bien, je veux dire, Washington a exercé des pressions sur les Néerlandais. C'est un secret pour personne. Ils l'admettent. Les États-Unis l'admettent. C'est un coup de force de Donald Trump. Il adore utiliser des intermédiaires, se servir de quelqu'un d'autre pour s'en prendre à son ennemi. Donc je veux dire, c'est pas nouveau, mais l'attitude européenne reste la même. Je veux dire, en remontant à 2001, c'était quoi? Levin, Hillary Clinton, qui proposait ce genre de pivot vers l'Asie, plus tard adopté par Obama. Et puis Trump arrive et redouble vraiment d'efforts dans cette direction. Souvenez-vous, il fait arrêter la fille du fondateur de Huawei alors qu'elle se rend au Canada. Et il dit ouvertement qu'il l'utilise comme otage dans ce qu'il espère être, vous savez, une sorte de négociation avec la Chine. Cela ne fonctionne pas. Elle est finalement libérée après y avoir passé 2 ans et demi. Qu'a dit l'UPEB à ce sujet? Rien. Silence total. Si cela avait été l'inverse, évidemment, ils auraient réagi. Chaque fois que la Chine fait quelque chose, une riposte mesurée pour défendre ses intérêts, l'Europe s'indigne et dit « c'est horrible ». Comment peuvent-ils faire cela? C'est scandaleux. Quand les États-Unis en font encore plus, souvenez-vous, cette guerre commerciale n'a pas été déclenchée par la Chine mais par Donald Trump. 180 lettres sont envoyées à divers destinataires, y compris à des pingouins très perplexes. Et vous savez, où est l'Europe? Je veux dire, ils publient quelques déclarations, disent « oh, c'est pas bien » ou quelque chose comme ça. Ils font quelques gestes en ce sens, mais ensuite ils vont s'asseoir devant papa, comme vous l'avez souligné, comme des écoliers à qui l'on dit quoi faire. Donc, l'hypocrisie est là. Mais la vraie question ici, c'est quand la direction en Europe va-t-elle changer et commencer à dire « écoutez, nous devons défendre nos propres intérêts. Nous ne pouvons pas dépendre des États-Unis, car ils ne sont plus un allié fiable. » Et ils le prouvent. Ils disent « eh bien, nous n'allons pas vous défendre. Défendez-vous vous-même. Commencez à acheter notre matériel. » Cela ne semble pas très fiable, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est le genre de situation qui est vraiment difficile. Quand ASML a cessé d'envoyer les machines de lithographie ultraviolette extrême nécessaires à la fabrication de puces haut de gamme, pas un mot de l'Europe. En fait, ils ont dit « oh, probablement justifié pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas ?» Mais quand la situation s'inverse, tout à coup on assiste à d'énormes démonstrations d'hypocrisie, souvent pour apaiser Donald Trump. Mais vous savez, est-ce qu'ils servent vraiment les intérêts de l'Europe? L'Europe a désespérément besoin de partenaires commerciaux et de marchés. En ce moment, les États-Unis ne sont pas un marché amical, des droits de douane partout. Ils se font monter les uns contre les autres. Cela ne semble tout simplement pas rationnel que l'Uloco Weibo ne défende pas ses propres citoyens. Oui, c'est un autre point que j'ai remarqué aussi. L'indignation, non seulement lorsque la Chine a imposé certaines sanctions, mais aussi lorsqu'il y a eu des contre-sanctions. Je veux dire, d'un côté, cela semble scandaleux, mais d'un autre côté, cela ne devrait pas être si surprenant, car depuis quelques décennies, les États-Unis et l'Occident politique, enfin, principalement les États-Unis, dominaient la technologie et la finance. Le pouvoir économique était concentré en Occident. C'est donc pour cette raison que le principe des sanctions économiques est devenu presque la prérogative exclusive de l'Occident. Et étant donné que toutes les sanctions économiques, même si elles sont de nature stratégique, seraient légitimées par une supposée violation des valeurs libérales et démocratiques. C'est pour cela que nous avons utilisé les sanctions. Il semblait naturel et justifié qu'elles ne soient que des instruments de l'Occident. Mais maintenant, bien sûr, avec le déplacement du pouvoir, et soyons honnêtes, les États-Unis le reconnaissent assez ouvertement, ce n'est plus vraiment lié aux violations des droits de l'homme. Ils admettent très clairement aujourd'hui,
Nous ne pouvons pas rivaliser avec la Chine. Nous devons enrayer la machine. Pourtant, on pourrait penser que si la Chine réagissait, ce ne serait pas si étrange. Cela devrait relever du bon sens. Mais cette indignation morale persiste malgré tout. Eh bien oui. Écoutez, je veux dire, il reste encore un vestige du colonialisme, des attitudes coloniales en Europe. On le voit tout le temps. Regardez la réaction de la France face au Sahel. Ces pays qui disent « Assez, vous nous exploitez depuis trop longtemps, vous devez partir ». Quelle était l'idée? Eh bien, peut-être qu'on pourrait y aller militairement et les reprendre, n'est-ce pas? Donc le colonialisme n'est pas mort. Il est clairement toujours là. Les puissances coloniales ont tendance à rester solidaires, quoi qu'il arrive. Nous pouvons avoir des guerres entre nous, mais nous ne pouvons pas permettre au peuple jaune, brun et noir de se soulever contre nous, car nous sommes les maîtres. Et c'est vraiment, vraiment difficile à accepter. Je veux dire, c'est ce genre d'attitude de supériorité fondée sur un héritage de mensonges. Je veux dire, vous parlez de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient, tous ces endroits dénigrés comme étant peuplés de sauvages incapables de se débrouiller seuls. En réalité, leurs civilisations sont plus anciennes, et pendant qu'ils développaient l'astronomie et la médecine, en Occident, les gens erraient dans des grottes vêtus de peau d'ours. C'est vraiment un triste constat sur l'état de notre monde aujourd'hui que nous soyons à ce point aveugles à ces réalités. Plus tôt, nous parlions de ces fausses dichotomies, cette pensée en noir et blanc. Tu es soit avec moi, soit contre moi. Il n'y a pas de nuance, pas de discussion. Je n'ai même pas besoin d'avoir un objectif final. Tu es simplement avec moi ou contre moi. Et ce genre de pensée me fait vraiment peur, parce que c'est la voie du fascisme. Ils fixent ces paramètres, ces absolus moraux, ils te disent que tu es soit avec eux, soit contre eux, et si tu es contre eux, ils viendront te chercher. Et c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Tous les ennemis politiques de Donald Trump, le département de la justice des États-Unis est utilisé contre eux à des fins purement politiques. Des gens errant dans les rues, des citoyens ordinaires, dont certains sont des immigrés, et ils sont arrêtés par des hommes vêtus de noir, souvent à bord de véhicules non identifiés, qui surgissent et attrapent les passants. Si cela se produisait dans un autre pays, l'Europe et l'Amérique le dénonceraient comme des violations des droits de l'homme, en vantant la supériorité morale des démocraties occidentales, et en affirmant que cela ne pourrait jamais, jamais se produire en Europe ou en Amérique. Et pourtant cela se produit. Et c'est ce qui m'inquiète. C'est le chemin vers l'autocratie. Le chemin qui pourrait mener Donald Trump à décider que puisqu'il va perdre les élections de mi-mandat, il est temps de trouver un moyen de conserver le pouvoir en utilisant l'armée. Je souligne souvent que l'un des grands défis de notre époque consiste à passer d'un ordre unipolaire à un ordre multipolaire. L'un des aspects de cette transition concerne ce que vous évoquez, les règles. Lorsqu'on vit dans un monde unipolaire, où tout le pouvoir est concentré d'un seul côté, il est irréaliste de s'attendre à ce que les règles soient les mêmes pour tous. On crée alors ce que l'on appelle un système international fondé sur des règles, dans lequel nous pouvons intervenir un peu, recourir à la force militaire, diviser des pays, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais l'autre camp, lui, ne le peut pas. Cela a une certaine logique dans ce contexte. Mais il devrait aussi être rationnel de penser que, à mesure que le monde évolue vers un système multipolaire, notre grand défi consiste à établir des règles similaires pour tous, car il n'y a plus de raison pour qu'un pays comme la Chine accepte un ensemble de règles différents de celui appliqué aux États-Unis. Et je réfléchis à cela. Tu as mentionné l'Australie tout à l'heure. On peut ouvrir n'importe quel journal
n'importe quel jour, et trouver un article disant « Oh, comment la Russie ose-t-elle suggérer que l'Ukraine ne peut pas faire ce qu'elle veut? C'est un pays souverain. » Et puis à la page suivante, on s'indigne que les îles Salomon, par exemple, se rapprochent de la Chine. Comment ose-t-elle? Même s'il ne s'agit que de liens économiques ou aussi de coopération en matière de sécurité. C'est l'hypocrisie, tu as utilisé ce mot tout à l'heure. Mais cette hypocrisie est en quelque sorte intégrée et logique dans un système unipolaire. Si un camp peut dicter les règles, il le fera. Mais il faut accepter le monde tel qu'il est. Cela ne fonctionnera plus, et je pense que la transition devient très douloureuse si nous continuons à faire semblant que le monde multipolaire n'est pas encore là. Eh bien, c'est l'un des dilemmes auxquels la Chine a été confrontée. Comment passer à un monde multipolaire? Je veux dire, vous avez entendu parler de ces 4 initiatives. L'initiative de sécurité, selon laquelle la sécurité d'un pays ne doit pas se faire au détriment de celle d'un autre. Chaque pays a droit à la sécurité, mais sa sécurité ne peut pas reposer sur l'insécurité des autres. Cela a du sens, sinon il y aura toujours des guerres. Deuxièmement, chaque pays doit avoir sa propre voie vers la prospérité déterminée par lui-même, et aucun autre pays n'a le droit de le lui refuser. Cela a du sens. Les gens veulent avoir une vie meilleure. La troisième, c'est l'initiative pour une civilisation mondiale qui porte vraiment sur le respect. Il ne s'agit pas seulement de respecter l'autonomie des pays, mais regardez, dans le monde d'aujourd'hui, les pays sont dans la plupart des cas le fruit du hasard, issus soit de familles royales, soit de partages opérés par les puissances coloniales. Ils n'ont pas été tracés de manière rationnelle. On n'a pas dit « tout le monde de ce groupe ici et ce groupe là-bas ». En réalité, de façon cynique, beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie ont été délimités de manière à ce qu'une minorité gouverne une majorité. Pourquoi? Parce qu'ils dépendaient de leurs anciens maîtres coloniaux pour les soutenir. Ainsi, l'initiative pour la civilisation affirme que nous devons accepter les pays tels qu'ils sont et apprendre à mieux nous connaître les uns les autres. Nous devons respecter le fait qu'ils ont plusieurs langues, plusieurs histoires, religions, croyances, je veux dire des chansons, tout ce que vous voulez. Je comprends cela. Mais il y a un aspect positif à cela. Plus on en sait sur un pays, plus il est facile de faire des affaires avec lui. Si vous avez des choses qu'ils veulent, ou inversement, tout à coup vous avez du commerce. Et le commerce a été un moyen extrêmement précieux pour les pays de se redresser, comme la Chine l'a fait, en sortant de la stagnation du manque de ressources et en essayant d'améliorer la vie de leur population. Et le dernier point, c'est l'initiative de gouvernance mondiale. C'est l'idée selon laquelle nous devons vraiment nous rassembler sur une base multipolaire et dire, regardez, nous devons nous traiter d'égal à égal. Il doit exister des moyens fondamentaux de gérer les conflits, autres que le recours aux armes. Et vous savez, je pense que ce sont des idées merveilleuses et pleines d'aspiration. J'espère qu'elles pourront être adoptées par le monde entier, car elles ne sont pas idéologiques. Personne ne vous dit quoi faire. On dit simplement que nous avons tous des aspirations. Bon sang, je pense que tout le monde peut accepter cela. Donc à ce stade, vous avez d'un côté la Chine qui promeut ce type de système mondial pour le bénéfice de tous, et de l'autre, les États-Unis qui disent que le système existe pour le bénéfice des États-Unis, et qu'ensuite, peut-être, quelque chose en découlera pour le reste d'entre vous. Je ne crois pas vraiment que quiconque, en dehors des États-Unis, ou même à l'intérieur, pense que cela soit réel. Je pense que c'est simplement une fantaisie que les élites de Washington ont héritée des Britanniques, qu'ils avaient hérité des Français, eux-mêmes des Espagnols, eux-mêmes des Romains. On peut en retracer l'origine jusqu'à là. Il y a toujours eu ces rêves d'un empire éternel, comment il allait perdurer, comment tout le monde allait prêter allégeance à une seule idée,
une seule idéologie ou un seul roi. Cette époque est révolue. Si nous voulons un monde moderne, nous devons commencer à nous adapter à des modes de pensée plus modernes. Et cela passe en grande partie par l'acceptation mutuelle, qui malheureusement semble aujourd'hui bien rare. Eh bien, le principe auquel vous faites référence, la sécurité indivisible, relevait en quelque sorte du bon sens. C'est ainsi que l'on surmonte l'anarchie internationale et la compétition sécuritaire. Mais nous avons également constaté, au cours des 30 dernières années, qu'il est devenu incompatible avec un système unipolaire. Autrement dit, si l'on veut une paix hégémonique, c'est exactement le contraire de la sécurité indivisible. Une paix simplement maintenue par la domination d'un seul camp, à un point tel qu'il importe peu que les autres se sentent en insécurité. C'est encore une fois ce que je voulais dire. Nous devons revenir à des règles communes qui reflètent réellement la répartition actuelle du pouvoir. Je voudrais toutefois poser une question. Vous avez mentionné plus tôt que les États-Unis affectionnent l'usage de proxies. Et nous le voyons maintenant aussi chez les Européens. Les Américains ne veulent pas saisir les avoirs russes, car ils savent qu'ils deviendraient des parias financiers dans le système international. Mais ils sont très contents que les Européens le fassent, car, encore une fois, ils n'en supporteraient aucun coût. C'est quelque chose que j'ai entendu de la part de personnes en Inde. Cela a un peu effrayé les Indiens, parce que, vous savez, Dieu sait où cela peut mener. Mais qu'en est-il de la Chine? Comment perçoivent-ils ce précédent? Cette foi excessive en leur propre morale fait qu'ils ne supposent pas vraiment que le monde en dehors du bloc de l'OTAN verra également la légitimité et la vertu de cette idée de taxer un agresseur pour donner à la victime. Vous savez, cela ne peut pas s'appliquer ailleurs. Chaque situation est unique, comme le Kosovo. Mais comment la Chine évalue-t-elle cela? La légalisation du vol des avoirs russes. Eh bien, c'est de l'hypocrisie. Si l'on suit cette logique, alors l'Europe devrait rendre tout l'argent qu'elle a volé à ses anciennes colonies. Je ne les vois pas se précipiter pour le faire. Mais la Chine prend d'elle des mesures pour protéger ses finances. Oh, absolument. Mais du point de vue de la Chine, peu importe vraiment ce que fait l'Europe, il sape l'économie mondiale. Cela va détruire l'idée que quiconque peut encore commercer librement. Alors ils vont se dire, très bien, je dois me défendre. Si vous pensez que l'Inde est nerveuse, regardez le Moyen-Orient. J'ai entendu directement nos représentants là-bas dire qu'ils ne parlent pas d'une possibilité, mais d'une probabilité. Ils font tout ce qu'il faut pour diversifier leurs avoirs. Cela ne veut pas dire qu'ils se débarrassent de tout ce qu'ils possèdent aux États-Unis et en Europe. C'est trop important. Mais ils diversifient et équilibrent clairement leur portefeuille afin de ne pas tout perdre si, pour une raison quelconque, l'Europe ou l'Amérique décident qu'ils sont du mauvais côté de la ligne et qu'il est temps de leur prendre ce qu'ils ont. Souvenez-vous, le colonialisme consistait essentiellement à prendre, n'est-ce pas? Je veux dire, c'était sans vergogne. On pouvait simplement arriver dans le pays de quelqu'un, les déclarer sauvages et prendre le contrôle. Donc ce n'est pas un comportement nouveau. Ce qui est différent, c'est que l'Europe a commencé à prêcher cette idée selon laquelle elle était supérieure parce qu'elle possédait un système supérieur fondé sur une idéologie de, vous savez, marché libre, socialisme et démocratie, des choses de ce genre. Eh bien, qu'observe-t-on? Tout cela n'était qu'une façade. Cela ne s'applique que lorsqu'ils veulent prêcher. Cela ne s'applique plus lorsque les règles sont réellement mises en œuvre. Donc, en ce qui concerne la Chine, oui, ils le font. Ils conservent la quantité minimale de dollars américains nécessaire pour maintenir le commerce. Ils ne veulent pas acheter et vendre du yuan en permanence. Ils collaborent également avec d'autres pays sur des alternatives pour le règlement.
Une grande partie de leur commerce consiste désormais à promouvoir l'idée d'utiliser des monnaies locales afin d'éviter le dollar américain. Ce que, franchement, comme je l'ai dit, la Chine considère comme une forme d'auto-sabotage des États-Unis. L'idée qu'ils puissent maintenir un dollar commercial fort au sommet, tout en le dévaluant de 20 ou 30%, semble absolument insensée. Et puis en ajoutant toutes sortes d'emprunts par-dessus cela, en plus des 37 000 milliards de dollars déjà en circulation, ils disent simplement « Regardez, ce n'est pas durable ». Cette dernière idée du stablecoin, d'accord, n'est qu'un moyen de créer artificiellement une demande pour les bons du trésor, car le stablecoin n'est pas une véritable monnaie. Ce sont des bons du trésor américain. Ils les achètent, puis vous savez, ils émettent ces pièces. Mais devinez quoi? Si la valeur de ces bons du trésor chute de 30% à cause de la dévaluation du dollar, ces pièces valent moins. Donc, pendant que vous soutenez le marché des bons du trésor américain, vous permettez en réalité aux États-Unis de faire exactement ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, il faudra payer l'addition. Quand cela arrivera, vous verrez une chute massive du dollar et de tout le système économique mondial. Et c'est exactement ce que disent non seulement la Chine, mais aussi tous les pays avec lesquels j'ai parlé en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et dans les pays en STEM. Ils disent tous la même chose. Nous devons être prêts pour le jour où le dollar s'effondrera. Eh bien, étant donné qu'une crise économique, une grande, semble se profiler à l'horizon, il est raisonnable de soupçonner que les règles du passé ne s'appliqueront plus. Et je m'attends à ce qu'il y ait de nouveaux arguments, certes toujours moraux, pour justifier la saisie des actifs d'autres pays. Donc, je suppose que cette diversification a du sens. J'avais juste une dernière question sur le sujet, puisque vous avez mentionné que les États-Unis se sapent eux-mêmes. Eh bien, il est difficile de l'ignorer aujourd'hui. Mais il y a ce commentaire que j'ai entendu à plusieurs reprises, que vous savez, Trump pourrait presque être appelé « camarade Trump », étant donné qu'il unifie la Chine comme jamais auparavant. Comment cela est-il perçu en Chine? La manière dont Trump se comporte? Est-ce que cela dissipe d'anciennes illusions? Désolé, vous risquez d'entendre un peu de bruit en arrière-plan. Apparemment, quelqu'un fait des travaux de rénovation chez moi. J'espère que ce n'est pas trop gênant. Quoi qu'il en soit, oui, Trump, le candidat mandchou. Beaucoup de gens en Chine, en fait, qui n'aiment pas les États-Unis, disent qu'ils veulent encore 4 ans de Trump. Après ce mandat, ils le voient comme la crise qui va ramener les États-Unis à la réalité. Et je ne peux pas leur donner complètement tort là-dessus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission. Les États-Unis ne changent que lorsqu'ils y sont forcés. Cela signifie qu'il faut atteindre une crise si grave que la seule issue possible est de remonter. À ce stade, les États-Unis approchent rapidement de ce moment. On voit venir le tsunami provoqué par les stablecoins, par la dette, cette dette souvent assez terrifiante, qui frappe extrêmement durement les particuliers en Amérique. Il y a des faillites dans la ceinture agricole qui a massivement voté pour Donald Trump. Il y a des gens, des chauffeurs DoorDash par exemple, qui regrettent de lui avoir fait confiance. Il n'a pas prêté attention à leurs préoccupations. Ils parcourent le monde en quête d'un prix Nobel de la paix, alors qu'eux veulent un président qui s'occupe des prix. Donc, oui, à ce stade, la Chine reste en retrait. Ils essayent d'être les adultes dans la pièce. Ils essayent de se préparer à la chute inévitable. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent. Souvenez-vous, cela sera extrêmement douloureux pour la Chine et pour le reste du monde. Et comment atténuer cela? Si quelqu'un court vers une falaise et que vous ne pouvez pas l'en empêcher, vous devez vous préparer à ce qui se passera après qu'il ait sauté.
Et malheureusement, lorsque Trump mènera l'Amérique au bord de cette falaise, le reste du monde devra trouver comment s'en sortir. Et en ce moment, ils le font. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'or, même s'il y a eu récemment une baisse de 5%. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais à ce stade, les gens se couvrent. Ils cherchent à se protéger. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine met l'accent sur la sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que si le monde extérieur sombre dans le chaos total, les gens devront manger. Ils sont prêts à sacrifier beaucoup de choses. Ils n'ont pas besoin d'aller à des matchs de football ou au cinéma, mais ils ont besoin de manger, d'avoir de l'eau, des égouts. En somme, les éléments essentiels de la vie communautaire organisée. C'est donc sur cela que la Chine se concentre, tout en espérant que les États-Unis ne sauteront pas du précipice, mais en se préparant au pire si cela devait arriver. C'est ce qu'il y a de plus décevant dans cette guerre économique, le manque de planification que je vois souvent autour de moi. Si vous voulez faire perdre 1 ou 2 échelons à votre concurrent, montrez-moi l'objectif, la manière dont vous allez y parvenir, les risques, quelque chose. Mais tout ce qu'on voit, c'est ce langage grandiloquent, et toute évaluation critique est perçue comme une remise en question. Et vous savez, au début, oui, traître. Au début, je pensais, en tant que grand admirateur de Hamilton et de Liszt, que je n'étais pas opposé à l'idée des tarifs douaniers comme moyen de faire mûrir certaines industries naissantes, par exemple. Mais quand on voit Trump arriver, menaçant l'Espagne de tarifs parce qu'elle ne dépense pas assez pour l'armée, on se dit un peu, je ne me souviens pas avoir lu ça dans les écrits d'Alexander Hamilton. Nous entrons donc dans une période très étrange, mais Eh bien, c'est encore pire. 50% sur le Brésil parce qu'il refuse de libérer son ami criminel condamné Bolsonaro. Je ne me souviens pas que ça faisait partie du manuel lorsqu'ils ont rédigé la Constitution non plus. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je pense que cette guerre économique, elle ne va pas se terminer. Apparemment, c'est la seule voie que nous suivons de nos jours, en redoublant d'efforts. On dirait qu'elle n'est pas prête de disparaître. Donc oui, nous allons garder un œil dessus. Au fait, une dernière question. Où les gens peuvent-ils vous trouver? Me trouver? Très bien. Nous sommes sur Asia Narrative Substack. Je dirige un groupe appelé le 15-5 qui est lié au 15e plan quinquennal actuellement en cours, et beaucoup de gens veulent en savoir plus à ce sujet. Nous avons une équipe qui élabore des stratégies d'évaluation des risques à très haut niveau pour ce plan. Je travaille également avec le Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale, qui se trouve au Canada. Ils ont fait un travail pionnier sur le G7 et le G20. Je pense que malheureusement, ils vont devoir commencer à réfléchir à une nouvelle configuration, ou peut-être faire évoluer certains de ces groupes vers quelque chose de plus raisonnable et efficace. En ce moment, le G20 ne l'est pas et l'ONU non plus. Nous allons donc assister à une montée du régionalisme et à des dynamiques de ce genre. Voilà où j'en suis. Je suis basé à Pékin. Je vis ici depuis 20 ans. Je suis citoyen américain et je suis né à Washington, D.C. Donc malheureusement, je sais un peu de quoi je parle. C'est juste. Merci encore. Merci Glenn.